Au siège de ces 3 consultants à Saint-Herblain, les réactions sont rares. La plupart s'attendaient à la mise en liquidation judiciaire de ces 3 Atlantiques, le vaisseau amiral du groupe. Nous, le sentiment, c'est que c'est un vrai gâchis. Il y a eu un gâchis de gestion, de management derrière qui a été fatal à la société. Pour ces 3 Atlantiques, on a 19 300 000 € de passifs, ce qui est énorme. Le tribunal de commerce a accordé une prolongation d'activité de 3 mois, le temps d'organiser le plan social pour les 138 salariés. Dans les différentes agences, comme ici à Rezé, le travail ne s'est pas arrêté. Les conseillers de ces 3 consultants ne reçoivent plus de nouveaux dossiers, mais ils continuent à accompagner les demandeurs d'emploi qu'ils ont commencé à aider. Là, on les prévient notre accompagnement peut cesser d'un jour ou l'autre. On les prévient de ne pas hésiter à aller voir Pôle emploi pour être positionné chez un nouveau prestataire où il serait sûr de pouvoir finir l'accompagnement. Et tout ce que l'on transmet à nos demandeurs d'emploi, on va essayer de se les appliquer à nous-mêmes, même si souvent c'est plus facile à dire qu'à faire. Le reclassement des salariés de ces 3 consultants sera l'objet d'une réunion spéciale programmée mardi prochain au ministère du Travail à Paris avec l'intersyndicale et Pôle emploi. Je travaille ici à la CEITA depuis 17 ans. Je suis OP, donc ouvrier professionnel, mécanicien régleur. On vient sur notre lieu de travail, donc on est présent, nos chefs d'atelier, nos responsables voient qu'on est présent. On n'est pas dans la capacité de produire parce que l'usine n'est pas alimentée en fourniture, l'usine n'est pas alimentée en tabac et l'usine a été vidée de ses produits finis. Donc la direction a fait en sorte qu'on ne puisse pas produire. Donc on fait nos heures comme si l'usine pouvait reprendre du jour au lendemain. On sait qu'il y a eu des dégradations, mais on va dire qu'elles sont mineures dans le sens où ça ne touche pas l'outil de travail. C'est vrai que les gens occupent leur temps comme ils le peuvent. C'est long, mais en même temps, on sent qu'on a besoin d'être là. On a un fort attachement à notre lieu de travail, à notre outil de travail. C'est notre usine, c'est un peu comme notre maison. La CEITA, c'est une vieille dame qui a une longue histoire. Et les gens sont revenus pour montrer leur attachement à leur usine. Et le dégoût que ça peut susciter, de voir tout ce gâchis, tout notre travail de toutes ces années réduit à néant pour nourrir les actionnaires. C'était le 1er mars 2010. Les Moutiers-en-Ré sous les eaux au lendemain du passage de la tempête Xynthia. Ce jour-là, la conjonction des phénomènes, marée, vent, courant, était exceptionnelle, mais si les dégâts ont été si importants, c'est que la commune fait partie des plus exposées du département. C'est ce que cette carte, élaborée par le laboratoire géolithomère, démontre, un outil qui offre également quelques surprises. Le danger de submersion est ainsi plus important à Corsé, sur l'estuaire de la Loire, qu'à Saint-Brévin-les-Pins. Dans l'estuaire de la Loire, on a un phénomène d'entonnoir où les vagues vont s'engouffrer et le niveau de la mer va s'élever de manière plus importante. Et une commune comme Corsé est dans l'estuaire, plus basse topographiquement, au moins dans sa partie nord, qu'une commune comme Saint-Brévin-les-Pins avec un bon massif dunaire qui protège finalement de la submersion marine. Et donc on a à Corsé des territoires qui ont été urbanisés, très proches du niveau de la mer et qui sont beaucoup plus vulnérables. Face à ces risques, ces données aident les collectivités à prendre des mesures de protection, mais il reste encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de réticences aussi pour adopter ces plans de prévention des risques de submersion marine. Il y a aussi beaucoup de réticences parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, des enjeux fonciers, des enjeux économiques et des enjeux électoraux. Donc il y a effectivement quelque chose qui est très très lent à se mettre en place dans cette culture du risque en France. Autre constat établi par Denis Mercier, celui-là plus positif, Xynthia a permis d'améliorer la coordination entre les différents services de l'État et de secours. Les traces du passage de Xynthia ne sont plus visibles au Moutiers-en-Ré. Quelques mois après la catastrophe, les principaux dégâts matériels étaient effacés. Mais 4 ans et demi après, la page de Xynthia n'est pas totalement tournée. Il reste des travaux de consolidation à réaliser. Comme vous le voyez ici, il y a déjà un muret de protection qui était d'ailleurs déjà présent. Donc les questions qui se posent sont bien sûr de consolider ces dispositifs, voire de les rehausser. Et l'appréciation de la hauteur de rehaussement est actuellement à l'étude. Autre lieu de vigilance, le port du Collet. La digue d'enrochement devrait être renforcée et le parking supprimé. Le parking a été le lieu où se trouvait un camping-car de personnes
sur cette commune sont décédés dans le camping-car. Donc il y a suppression en tant que parking de cette zone. Par ailleurs, les règles d'urbanisation ont changé. On ne peut plus densifier le littoral. Avant la fin de l'année, le maire promet enfin de tester les dispositifs d'alerte à la population. Une population qui reste marquée par cet événement exceptionnel. C'est une marque dans l'histoire du village, ça c'est sûr. Jusqu'à présent, depuis Xynthia, on a eu très peu de tempêtes au moment des grands coefficients. Donc, enfin, on est toujours un petit peu vigilant. On va toujours voir un petit peu la côte, ce qu'il en est. Et ça, c'est sûr que c'est Xynthia qui nous guide à faire ça. Oui. Extra, miam, oui. En vitrine, le carré Feydeau fait saliver. Pourtant, en face de la place du Bouffay, les commerçants et riverains craignent surtout un gros badaboum. Car à ce jour, les logements se sont bien loués, le parking fonctionne, mais... On attend toujours donc l'ouverture de grandes enseignes et de locomotives dans le centre-ville. Pour l'instant, c'est vraiment une friche commerciale. De fait, les noms d'enseignes défilent mais ne s'arrêtent pas. La chaîne d'électroménager Boulanger a décliné. Apple Store a préféré s'enraciner à Atlantis. L'option Castorama reste possible, Cultura aussi. Mais Métro et Auchan se sont désistés, car concurrents des rayons alimentaires de l'enseigne Carrefour, qui a signé mais n'est toujours pas installé. Fâcheux, au point que la société Pro-Drid, propriétaire du carré Feydeau, a porté l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nantes pour forcer l'enseigne à ouvrir. Tout cela est un peu touffu mais très bien résumé au bistrot du coin près du carré. Il me semble que les locaux commerciaux doivent être très très chers. Concrètement, 120 000 € annuels pour une brasserie de 300 mètres carrés, beaucoup plus que pour les voisins, distants d'une vingtaine de mètres. Je paye 1200 €, 1200, 1300 € de loyer par mois pour 100 mètres carrés. Mon sentiment, c'est qu'une zone commerciale de 13 000 mètres carrés en plein cœur de Nantes vide, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire se dire que le prix au mètre carré des commerces sont très certainement trop chers par rapport à ce que le marché nantais peut proposer. Personne ne regrette la verrue Neptune, mais aujourd'hui on se demande quoi faire du gros appendice Feydeau. La plante a beau joliment fleurir en cette saison, la Jussie est un fléau en Brière. Plus de 600 hectares de plans d'eau et de prairies en sont envahis et sa prolifération continue dans les marais. Les agriculteurs sont parmi les premiers à subir cette colonisation. Ça pousse extrêmement rapidement. La plante, toutes les 3 semaines, elle double sa masse végétale. Elle détruit complètement les pâturages. Elle détruit complètement toutes les espèces végétales qui constituent le pâturage. Et à 100%, elle envahit les prairies. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est vraiment pas évident, quoi. Cette parcelle en est totalement recouverte, impossible d'y faire praire des vaches. La Chambre d'agriculture et un syndicat de lutte contre les nuisibles ont mené une nouvelle expérimentation en juillet dernier. Sur plusieurs petits lots, la Jussie a été recouverte de sel sous forme de saumure. C'est pas aussi concluant que ce qu'on attendait. À faible concentration, ça a très peu d'effet. À des concentrations plus élevées, ça a un effet défoliant important sur la Jussie. Mais on voit déjà que la Jussie commence à réapparaître sous forme prostrée et qu'en fait, qu'elle se réapproprie le territoire malgré un traitement, l'action du sel. Les partenaires venus faire le point sur ces essais d'épandage aujourd'hui sont repartis déçus. Mais les discussions et les concertations continuent pour trouver une solution durable à la prolifération de cette plante. Ils ont pris la route à l'aube. Direction Paris pour ces 3 bus dans lesquels 150 des 327 salariés de la Saïta ont pris place. Un périple en forme de baroud d'honneur. On arrive pratiquement au terme des négociations. Et nous, on revendique depuis un moment justement que cette durée n'est pas assez longue. Donc voilà, donc c'est une des causes pour laquelle on se déplace. Moi, c'est la colère qui me tient debout. Voilà, donc j'ai pas encore lâché cette colère parce que pour moi, cette fermeture n'est pas justifiée. À l'arrivée, les employés carquefoliens sont rejoints par des collègues d'autres sites. Un cortège de 200 personnes s'élance dans les rues de la capitale. Pour les délégués syndicaux, au-delà des négociations sur les indemnités de licenciement, c'est la fermeture même du site qui ne passe toujours pas. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière réunion au niveau du plan. La chose ce qui nous est complètement inadmissible, c'est qu'effectivement, on va mettre des mesures financières, somme toute insuffisantes clairement, mais absolument rien sur le reclassement interne, c'est vraiment rien du tout. Donc au niveau de l'emploi, nos collègues, il va falloir qu'ils cherchent du travail ailleurs.
Bloqués à l'extérieur de l'Assemblée nationale par les CRS, les manifestants prennent donc la direction du siège du Parti socialiste, rue de Solferino, où une délégation est reçue. Puis direction le siège d'Imperial Tobacco, terminus du périple des salariés carquefoliens, qui espèrent que leur coup de force portera ses fruits. Face à une mer de Guanadu, il a pris place aux côtés des figures habituelles de la réunification. Samedi, Christian Guillemot, PDG de la société de création de jeux vidéo Ubisoft, était aux avant-postes de la mobilisation bretonne pour mettre en lumière un enjeu rarement développé, celui de l'économie. C'est une augmentation du PIB de la Bretagne de à peu près 40%, donc c'est énorme. On est juste à la veille d'une révolution numérique. Il se trouve que pour le numérique, on a besoin essentiellement de gens très bien diplômés, et on a vraiment des gens très bien formés et diplômés en Bretagne. On a les réseaux, maintenant c'est une énergie qu'il faut, et l'énergie elle pourra venir d'une Bretagne réunifiée. Réunifier la Bretagne, c'est plus compliqué que de marcher sur la Lune. C'est ainsi que le spationaute Jean-Loup Chrétien a démarré son discours devant les militants réunis place de la Petite Hollande. Lui qui dirige entre Houston et Lannion l'entreprise Citronix veut pourtant croire que l'union ferait la force. Nous vivons une époque difficile. Pour faire face à ces situations, il faut être unis, rassemblés. Alors c'est un terme qu'on entend souvent, c'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Le rattachement de la Loire-Atlantique et de la Bretagne serait donc créatrice d'emplois. L'argument est également repris par l'association Produits en Bretagne, dont plusieurs entreprises membres sont localisées dans l'ancienne Loire inférieure. Les marches du passage Pommeraye sont fatiguées. Tout Nantes les a foulées. Le cinéma notamment, à l'image d'Anouk Aimé, photographiée par Agnès Varda sur le tournage de Lola de Jacques Demy en 1961. Aujourd'hui, 53 ans plus tard, ces ouvriers s'affairent, l'escalier est repeint, les marches ont été enlevées pour être remplacées, tout cela dans la plus pure tradition du passage Pommeraye. On remplace tout ce qui est vieux, tout ce qui est usé, mais on fait un travail dans l'esprit du passage Pommeraye, dans le respect des monuments historiques, c'est-à-dire qu'on dépose les marches existantes qui sont vraiment très usées et on les remplace par des marches bois massif, bien entendu, en chêne, mais pré-patinées, qui ont un aspect un peu vieilli, qui sont vraiment dans l'esprit du passage. On essaie de remplir les mêmes matériaux qu'à l'origine, donc on le fait vraiment à l'identique. Les anciennes marches ont rempli leur mission, place à la nouvelle génération. Ce lundi matin, l'escalier était donc fermé. Les jours suivants, les menuisiers seront à pied d'œuvre tôt le matin, avant l'ouverture au public. Charpente, façade et maintenant escalier. Petit à petit, la restauration du passage Pommeraye avance, mais il faudra encore 6 mois de travaux pour donner au lieu son éclat originel.